Oh, Jean-Claude le soldat, oh, il est beau. Sa beauté est universelle, comme son rôle de soldat. En plus, je viens juste de choper le DVD à pas cher, parce qu'il y avait des Universal Soldes hier. Ah d'accord, tu veux parler d'Universal Soldier? On va en parler tout de suite. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu. Du coup, plaisir non dissimulé. Premier gros film de bâtard, de blockbuster de ouf, à méga gros budget de Jean-Claude. Et puis surtout, il team avec un autre actionneur, Dolph Lundgren, que moi j'adore depuis Les Maîtres de l'Univers. Alors voilà, désolé, tout le monde n'aime pas, mais moi oui. C'est une bonne tête de psychopathe. Hein. Complètement. J'étais moins en kiff de ouf que quand j'étais plus jeune. Mais c'était quand même un petit kiff de le regarder pour plein d'aspects, même s'il y a moins de baston que dans mes souvenirs et que du coup j'étais un poil frustré là-dessus. Il y a 20 ans, ils sont morts pour leur pays. Aujourd'hui, on leur a rendu la vie. On a créé une nouvelle espèce de soldats. Administrez-lui le sérum. Conçus pour une force maximum et une obéissance totale. Mais qui sont-ils? Mais tout ne se passe pas comme prévu. Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas. Elle ne fait que commencer. Mais du coup toi, tu vas les renjouer. Alors moi c'est marrant, j'en avais vraiment peu de souvenirs, si ce n'est pas du tout. Donc je pense que où je l'ai vu il y a vraiment très 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 longtemps, où je l'ai peut-être pas vu. Et ça m'a permis vraiment d'apprécier à 100% mon expérience cinématographique. Probablement en raison des multiples scènes de nudité de Jean-Claude, on va pas se mentir. Ça y en a. Hein. Parce qu'il a besoin d'être refroidi. Moi aussi j'avais besoin d'être refroidi pendant ce film. Voilà, j'ai pris toute la glace que j'ai trouvée. Ça fait un peu partie de cette vague des films des années 90, d'ailleurs dont un bon nombre a été produit par Mario Kassar, le producteur qui opère là aussi. Alors moi je connais pas, tu vois, tu m'apprends son nom. Je dois connaître deux films de lui, mais alors... c'est sûr et certain. Mario Kassar, c'est le producteur de Terminator 2, de Total Recall, de Rambo. Mais pourquoi on connaît pas aussi son énorme nom? prod. Ouais, ok, mais il a pas le... Tu vois, genre Joel Silver ou les mecs comme ça, on connaît leur nom. Lui, je connaissais pas son nom. Peut-être tu es passé à côté, ça arrive. C'est possible. Ça arrive, c'est possible. C'est bon pour la cour martiale. Moi, j'ai eu un moment ultra nostalgie avant même que le film commence. C'est le logo Carolco avec la petite musique. Qui m'a vraiment replongé en enfance parce que ce studio est vraiment, est vraiment mythique, quoi. Ça fait partie, même pour Jean-Claude, finalement, c'est un accomplissement que d'aller chez Carolco parce qu'il entre dans la légende, en fait. Et qui sont ces soldats, au juste? Je vais répondre à vos questions dans l'ordre. Comme vous le savez tous, c'est la 3e mission pleinement réussie par les soldats universels. Et encore une fois, nous n'avons à déplorer aucune victime ni aucun blessé. Quant à l'identité des soldats universels, cela reste un secret défense. Mais colonel... Ces hommes ont des familles, et je ne prendrai aucune initiative qui mette leur vie en danger. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire. Mais colonel... Merci. Alors, Jean-Claude, ici, il joue pas un policier de Montréal. Ah non, putain. Il joue pas un bagarreur de rue. Il joue pas un entraîneur belge. Il ne joue pas un homme de la Légion étrangère. C'est vrai, ça. Mais... il joue un officier de l'armée américaine engagé pendant la guerre du Vietnam, plutôt en fin de service. Et d'origine européenne, voire française, hein. Vu son nom. Oui. Cependant, il est quand même engagé dans la guerre du Vietnam. Il est dans le Vietnam. Non, on va voir, il est originaire de Louisiane, on va l'apprendre dans le film. Ah, c'est tu l'apprends, Louisiane française, d'accord. C'est pour ça que son nom est francisé. Devereaux. Sergent, mon service est terminé. Je veux rentrer chez moi. Allez, venez. On rentre à la maison. On rentre chez nous. Tu es comme les autres. Tu cherches qu'à t'enfuir. Comme si toutes ces saloperies n'étaient pas arrivées.
il va aller voir un de ses petits camarades qui lui est en train de bien vriller. Ça y est, il est perdu. Qui est joué par justement Dolphy. Dolph Lundgren. Le dauphin. Musclor. Qui en fait a décidé qu'il allait. Ils ont pris le contrôle d'un village, on comprend. Mais lui, il a envie de buter le couple qu'il a en face de lui, donc de Vietnamiens, et il va faire ça, il va tuer l'homme du couple devant Jean-Claude, et Jean-Claude, ça va pas du tout lui plaire. De façon très violente. Ouais, il va essayer de sauver la femme de ce couple en lui disant de courir. Dolph, il va lui balancer une belle grenade dessus, donc elle va mourir. Il va y avoir grosse baston entre les deux, et ils vont s'entretuer. Un coup de pétoir. Ça va pétarader, comme on dit. C'est ça. Je me suis dit, c'est quand même le film le plus court de la carrière de Jean-Claude Van Damme, puisque le film n'a pas encore commencé, que Jean-Claude est déjà mort. Et on le voit mourir, ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que si je me souviens bien, dans Black Eagle, il meurt dans les hélices du bateau. Ça m'avait fait mal, moi aussi, alors qu'il était méchant. Mais c'était suggéré, voilà, il était méchant en plus. Là, il est tout fringant, c'est un jeune militaire qui a l'air de faire le bien et il se fait buter par son pote qui d'ailleurs, tu dis qu'il part en couille, mais il va jusqu'à faire des colliers d'oreilles humaines quand même. Je tiens à dire, c'est un petit gimmick. Ah oui, je voulais faire un petit point oreille. Un petit point oreille. Elle a vraiment de belles oreilles, sergent. C'est-à-dire que oui, effectivement, donc il tue ses victimes, il leur découpe les oreilles et il les enfile sur un fil qui lui sert de collier. Un petit collier. Alors ça, c'est des activités qu'on peut considérer comme extrêmes et un peu étranges. C'est des travaux manuels, mais un petit peu. Mais d'ailleurs, tu dis tuer, mais on sait pas. Alors on le sait parfois, mais pas pour tous. On sait pas s'il les a tués avant ou après avoir pris les oreilles. Ça, on ne sait pas. On voit les cadavres, mais on peut suggérer qu'il est vraiment vu comment perfide. Il se comporte avec l'homme de ce couple, par exemple. Ah oui, il l'a buté direct. Il l'a buté direct. C'est vrai. Mais le cœur du film n'est pas là, puisque sinon le film durait à peu près 10 minutes. Ce sera un court-métrage. Ce sera un court-métrage très intéressant. Bien qu'il n'y ait pas les fesses de Jean-Claude dans ces 10 premières minutes. L'enjeu de ce film, c'est 25 ans plus tard, on a récupéré en fait ces cadavres de militaires. On les a un peu, on n'a jamais dit à leur famille où ils étaient passés, etc. La boucherie. Et on les a transformés pour en faire des super soldats. Alors c'est plutôt génétique de ce que j'ai compris. En leur voyant, je me suis dit, est-ce qu'ils sont robotisés, est-ce que c'est des androïdes parce qu'ils ont une espèce de mécanisme, voilà. Mais en fait non, c'est plutôt génétique. C'est plutôt génétique et ils sont contrôlés effectivement puis une oreillette qui leur des ordres. Ouais, voilà, où ils sont lobotomisés en fait. Exactement. Ils n'ont aucun souvenir de leur vie passée normalement. Tellement. Et ils se régénèrent aussi. Ça c'est assez pratique. Ouais, ils se régénèrent, ils ne vieillissent pas. Donc en fait c'est 25 ans plus tard, mais ça va sans dire que Jean-Claude a toujours sa beauté juvénile. Je pense qu'il a été en service plus tôt que le début du film de nos jours. Parce que tu sais, c'est 25 ans plus tard, mais il est peut-être resté dans la glace un peu comme Captain America, tu vois. Oui, je pense. Mais c'est juste qu'il a pas vieilli dans ses 25 ans. Ah, d'accord, ils l'ont gardé. Mais je sais pas si avec son nouvel état génétiquement modifié, tu penses qu'il vieillit pas, toi ? Il vieillit pas. Enfin, de ce que j'ai compris, il ne vieillit pas. Et je pense que il y a une sorte de traitement. Anti-âge, du Q10, voilà. Anti-rides. Dans le CIF. Mais apparemment, quoi qu'il vous ait fait, ils ont pu le faire qu'au niveau génétique. Donc ces super soldats, on voit qu'ils sont surhumains puisqu'ils courent très très vite. Très fort. Ils défendent très très bien, ils savent très très bien se battre. Et on les utilise, là on nous le montre dans le film, dans par exemple une situation de prise d'otage. Dans un barrage qui m'a rappelé James Bond, bien sûr. Je me demande si c'est pas le même barrage. C'est possible, très cinématographique ce barrage. Et en fait, on comprend très vite que c'est les hommes de la situation, on peut le dire. Il n'y a jamais aucun blessé quand ils interviennent. Et puis ils contestent pas les ordres du tout, c'est vraiment des marionnettes quoi. C'est ça. C'est comme des robots en fait. Ça. En vrai, c'est un peu comme Robocop. Un peu. Et un peu comme Terminator aussi. Sauf qu'il n'y a aucun robot, ils sont pas du tout robotisés. Non, ils sont pas c'est vraiment juste ils sont lobotomisés et voilà, d'accord. Et changés génétiquement. Pendant cette première prise d'otage dans laquelle ils vont intervenir, il y a un couple d'origine vietnamienne. Ah. Et ça va lui faire un peu bizarre et ça va le replonger dans ses souvenirs, lui et d'ailleurs son pote aussi, son pote le Gaga, parce que son pote le Gaga a lui aussi été cryogénisé, génétiquement modifié, etc. D'ailleurs elle c'est cool la scène où on découvre les unisols comme ils les appellent, où en fait on les voit à la file indienne où les mecs ils disent ouais toi tu peux y aller, donc on voit Van Damme qui a le regard complètement vide. Toi tu passes, toi tu passes pas. Et en fait il y a une musique un peu normale quand on voit Van Damme et ses autres potes, et dès que Van Damme se casse et que derrière lui il y a Dolph Lundgren, là il y a une musique un peu tu vois, on voit la gravité, voilà exactement. Donc on comprend qu'il l'a suivi dans le processus, puisqu'ils sont morts en même temps en fait. Finalement. Et d'ailleurs, petite anecdote, le couple du coup qui joue ce couple vietnamien pris en otage au barrage, c'est le même, c'est les mêmes comédiens j'ai pas fait attention. que ceux de la scène d'ouverture.
Pas mal. Bah du coup c'est cohérent et ils ont bien fait de faire ça aurait été débile d'accord. Et du coup c'est ça qui va le faire twister, qui va lui faire avoir quelques flashs. Voilà, quelques flashs et qui va le faire se rappeler surtout du comportement de son enfoiré de Dolph. Dolphy. D'ailleurs c'est son supérieur. C'est son sergent, lui il est troufion de base. Ouais. Après j'ai pas tous les grades en tête mais je crois qu'il est en tout cas c'est supérieur. GR44. Pourquoi avez-vous cessé d'obéir? Qu'est-ce qui s'est passé? Innocent. Qu'entendez-vous par innocent? On avait le contrôle du village. Cette fille était innocente, sergent. Mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Alors ils sont supervisés par un colonel qui est doublé par Beretta, c'est la voix de Schwarzenegger dans Terminator 2 par exemple. Qui est méchant, très méchant quand même hein. Ouais, qui est super méchant. Qui est vraiment, il incarne toutes les mauvaises valeurs qu'on peut porter à l'armée américaine, c'est le jusqu'au-boutisme. Et en plus, tu vois, je pense qu'une de mes sensations générales sur ce film, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas vraiment expliqués. Alors, c'est pas forcément un besoin tout le temps, mais là, tu vois, il y a des trucs que j'ai pas compris que tu m'expliques. Je trouve ça dommage que j'ai. Alors, soit c'est moi qui suis bête, mais du coup, il y a des éléments qu'on n'a pas. Par exemple, tu vois, le colonel en question, on sait que donc il doit faire sa mission, mais à un moment, t'as un des scientifiques qui lui dit il y a quelqu'un qui est mort, on doit reporter le truc et tout. Il dit non, mais le Pentagone n'est même pas au courant et tout. Mais donc qui est ton supérieur? Enfin tu vois, on sait pas trop quels sont. C'est pas c'est pas grave si on le sait pas, mais je trouve que ça aurait été pas mal. Limite à un moment je me suis dit le film il fait 1h30, j'aurais bien aimé 1h30-35, j'aurais bien aimé peut-être 20 minutes de plus par-ci par-là, enfin en tout mais éparpillé, pour un peu enrichir le scénario ou certains personnages. Je trouve ça un peu dommage mais c'est pas très grave. Moi je trouve que c'est pas trop dérangeant dans le sens où tu acceptes l'histoire assez rapidement parce que tu comprends que c'est une espèce d'unité secrète qui opère effectivement et qui est en passe d'être validée de ce qu'on comprend. Et on te dit surtout que chacun de ces super soldats ont coûté 250 millions de dollars. Un peu cher. C'est un peu onéreux, c'est un peu c'est un bon craquage quoi. On va en perdre deux, colonel. À 250 millions de dollars pièce, on peut pas s'amuser à en perdre un seul. Donc effectivement, ils veulent pas les perdre, ils veulent pas les abîmer, ils veulent pas qu'ils soient défectueux. Donc c'est un peu un échec que de dire celui-là en fait, il a gardé son délire d'oreille c'est sûr. en collier. D'ailleurs, ils s'en rendent pas forcément compte tout de suite, ils disent il a un petit pet au casque, il faut le rebooter et puis voilà quoi. Il a un blocage. On n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Comment ça, un blocage? En fin de mission, il a complètement cessé d'obéir aux ordres. Il a surchauffé. C'est à peine s'il a transpiré. Sachant qu'ils leur font des piqûres pendant tout le long du film pour effacer leur mémoire. Pratique. Un peu de jus. Ça marche pas du tout. C'est bon. Non, ça marche pas. Bordel, mais qui c'est celle-là? Et il prend des photos. C'est là où on découvre ce personnage féminin qui est journaliste. Encore une journaliste autour de Jean-Claude. Hein, c'est vrai. Qui s'appelle Véronica. Qui est un peu trop curieuse et qui va vouloir savoir un peu plus ce qu'on lui cache sur ses soldats. C'est Lois Lane, hein, clairement. Oui, voilà. Véronica Roberts, CNA. Et elle va s'introduire sur la base, elle va ouvrir un espèce de cercueil cryogénisé et elle va tomber sur un de ses super soldats. D'ailleurs, est-ce que tu as reconnu ce gars ? Je te laisse le dire. Mais à chaque fois que je vois des gars que je connais, je fais j'espère que Julie elle saura. C'est bien sûr notamment, il a joué dans d'autres trucs, mais il s'est surtout pris le coup de couteau en mawashi en l'air dans Cyborg, la fameuse scène des égouts où il jouait un sbire à des méchants et où il s'est pris ce coup de couteau mawashi, grand écart GEF en l'air qui comptait double ou triple, je sais plus, mais qui était magnifique. Et du coup c'est lui qui a il a pas l'air de savoir très bien jouer, mais s'il faut jouer une grosse brute, en l'occurrence un soldat lobotomisé, il est parfait. Et manque de bol, Véronica, elle se fait repérer. Donc ils envoient Dolphy et Jean-Claude pour l'arrêter. Elle est avec son collègue de travail. Et c'est là où Dolphy nous fait un petit réveil, un petit. Il nous fait un petit bad trip quand même. C'est-à-dire qu'il va mettre une balle dans la tête du mec. On dirait qu'il a pas vraiment fait exprès, mais en même temps, si. Elle est un peu bizarrement filmée cette scène. Il a glissé, c'est ça. Je l'ai glissé. Désolé, j'ai ripé. Bon, c'est fait. Hein. Non, mais c'est vrai. En fait, il reproduit la même scène qu'en ouverture du film. Bien sûr. Et Jean-Claude, là, il va du coup sauver Véronica, là où il n'a pas pu sauver la première victime dans l'ouverture du film. Et ils vont s'enfuir tous les deux. Et là commence la cavale. Et le film est la cavale, en fait. Pas sans issue. Pourquoi vous m'avez aidé tout à l'heure? Mon service est fini. Je veux rentrer chez moi, mais je ne peux pas, tant que vous n'êtes pas hors de danger. Du coup, j'ai trouvé que, au-delà de certains cadrages et de certaines
certains types de réal qui te font comprendre que c'est un réal qui c'est ce qu'il fait. J'ai trouvé que tout ce côté, tu vois, t'en as parlé plusieurs fois, les flashbacks au barrage quand il voit le couple asiatique ou là quand il bute le collègue de la journaliste et que Van Damme s'en va, on a à chaque fois en superposition les flashbacks de ce qui s'est passé au Vietnam et je trouvais que bon, évidemment la technique du flashback pour rappeler ce qui s'est passé avant c'est pas nouveau, mais je trouve que c'est habilement fait et c'est propre et tu dis ok, j'aime bien comment ça se passe, les plans sont étudiés pareil et tout, je trouve ça assez clean. Moi je trouve ça plutôt bien réalisé. Hein. Ouais. C'est franchement, même si j'ai beaucoup d'amour pour les films précédents qu'on a fait, je trouve que c'est un des films qui a un peu de gueule dans la carrière de Jean-Claude. Hein. Tu fais ah ouais. Dès la scène on est du plus dans Vietnam, le même genre de complètement. film. Je suis entièrement d'accord. Réalisateur pas trop connu à l'époque, mais depuis c'est un grand nom, Roland Emmerich. Parce que moi tu me dis Roland Emmerich, je pense à Independence Day, évidemment le nanar surpuissant que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien Independence Day, c'est un de ceux qui passent dans sa filmo. Mais oui. Par contre, je trouve que White House Down, tout ça, c'est pas ouf. Il s'est perdu là. Patriot, c'était cool. J'ai pas vu. Mais Mel moi, Gibson moi je me fais souvent pas insulter en soirée, mais moi j'aime beaucoup Stargate, la porte des étoiles. Mais what ? Mais évidemment, qui aime pas ? Non mais attends, mais il y a plein de gens qui aiment pas à chaque fois, genre je suis toujours... Alors qu'on dise que SG1 c'est pas ouf. Ah non, j'adore SG1 en plus. Oui, non mais je tolère, bref. Mais le film pour moi il est inattaquable, il est super ce film. Il est trop bien, moi j'aime beaucoup. C'est quoi, c'est 1 ou 2 ans après je crois ? C'est 2 ans après. C'est 2 ans après, ok. 2 ans après, mais c'est le film suivant en tout cas. C'est ça. Voilà. Avec encore des militaires qui font des trucs, bon c'est autre chose parce que ça part dans les étoiles, mais relou chelou. Relou chelou, ouais, secret. Mais ouais non, moi je trouve que c'est un réal qui en tout cas connaît les bails, mais bon, qui a souvent des scénarios pas hyper qui le servent pas trop quoi. Solide, ouais. Après c'est un très bon réalisateur de films catastrophes. Hein. Enfin moi 2012 c'est lui je crois. 2012 c'est lui, le jour d'après c'est lui. Ah oui. On est quand même, voilà. Monsieur Catastrophe. Oui, mais c'est pas mal. Enfin mais c'est juste tu les vois, t'es content. Puis, bah oui. Bien sûr. C'est nul et puis t'es content de dire que c'est nul quoi. Mais après c'est vrai que c'est une autre façon de réaliser un film catastrophe, surtout que plus tu vas plus tu viens à notre époque, plus les effets spéciaux sont balèzes. Là il y a aucun effet spécial. Particulier à part du truc matériel quoi. Et d'ailleurs le film devait au début être réalisé par Andrew Davis, alors je sais pas qui c'était, j'ai googlé, c'est Piège en haute mer. Piège en haute mer. Oui, t'as toujours ces petites connaissances. Et c'est surtout le fugitif. Quand même. C'est plus glorieux que Piège en haute mer quand même. Après moi j'aime bien Piège en haute mer, mais bon c'est. Et au tout début ça devait être, alors ils ont qualifié ça comme un thriller high-tech où justement il y avait beaucoup d'effets spéciaux, donc je pense qu'en 92 les effets spéciaux, à part si t'étais ILM c'était pas ouf. Et apparemment ça devait se passer sur une plateforme pétrolière et il y avait apparemment aussi un genre de discours politique, une critique de la société, et apparemment ça a plu à personne, les acteurs, la team et personne, et du coup allez ça dégage en remballe. Et ça devait s'appeler Crystal Knights. Ça par contre c'est stylé. Bon ça fait un peu médiéval dit comme ça. Genre donc les chevaliers de cristal pour ceux qui ne comprennent pas. Alors qu'il n'y a aucun chevalier et aucun cristal. Exactement. Mais publicité un peu mensongère. Un peu quand même. Mais si tu peux comprendre, les chevaliers de cristal, c'est les soldats. Ils sont éternels un peu genre. Non mais c'est surtout que vu qu'ils doivent se refroidir, parce que ça on l'a pas précisé. Mais en fait le concept d'un soldat universel, c'est que pour se recharger, on peut dire, ou pour pas tomber, à un moment ils ont très 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 chaud d'un coup. Surtout quand ils montent son cul. Non mais attends, chaque chose en son temps. J'ai l'impression que c'est un sujet très important pour toi, donc on va prendre notre temps pour parler du cul de Van Damme. Oui d'accord. Non, c'est-à-dire que à un moment, on dirait qu'ils ont plus de batterie, un peu comme des iPhones, et genre. Oui, parce qu'il a une Apple Watch un peu de l'époque où il reste une barre un peu, il a plus de réseau, il a plus de, effectivement. Et en fait, il se met à avoir très très chaud. Il dit il faut que je me refroidisse. Et en fait, il se déshabille et il cherche du froid. Donc c'est marrant parce que la première scène, elle se passe dans un motel et du coup. Il s'écroule et heureusement c'est Véronica qui va lui chercher des glaçons à la machine à glaçons pour le mettre dans une baignoire. Mais du coup c'est une espèce de running gag où pendant tout le film il va se trimballer avec à peu près 10 kilos de glaçons autour de lui dans des coffres de voitures, Mais en plus c'est trop cool parce que tu parlais du motel et depuis le début du film tu vois tous les clichés, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, tous les clichés, les militaires méchants, ça se passe dans un trou perdu des États-Unis, il y a le motel crasseux, il y a la machine à glace, tu vois il y a tous les trucs, tous les codes en fait, et je trouve que c'est assez rassurant. Et après, il y a quand même une réflexion intéressante sur le post-Vietnam aux États-Unis, parce que en fait, quand Jean-Claude il va reprendre un peu ses esprits et ses souvenirs au fur et à mesure du film, il va se rendre compte que la guerre est terminée, que il va voir Nixon à la télé et tout. Il sait plus trop quoi faire. Il est un peu perdu, il se sent rejeté. Donc il y a vraiment, il y a une petite réflexion quand même sur cette armée américaine qui a laissé tomber. Pas mal de militaires quand ils sont rentrés. Je me suis fait la réflexion en le voyant, en le remettant dans son contexte, c'était seulement 25 ans après.
alors que maintenant on est loin, tu vois. Mais du coup, effectivement, ça avait un autre message. C'est aussi pour ça que je me dis que si le film il sortait maintenant, il choisirait une autre guerre, par exemple, pendant l'Afghanistan, enfin, tu vois, et ce serait différent, un peu comme ils font dans les nouveaux films. Et surtout, c'est 25 ans pour l'histoire, mais pour lui, tu t'imagines qu'il vient de se réveiller. Donc, mais c'est Captain America en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment Captain hier. America. Qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est dangereux par ici. Où sont vos vêtements? C'est quand même un film qui contient énormément de plans de Jean-Claude Van Damme nus. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais cependant, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, cet homme a la peau complètement lisse, donc je pense qu'il, je sais pas, il devait s'épiler ou j'en sais rien, ou vraiment. Tu veux dire imberbe, de façon imberbe. Tu parlais pas des rides, tu parlais du fait qu'il a aucun poil. Vu que je parle des scènes de nudité qui sont carrément genre ciblées sur ses fesses et ses cuisses et ses jambes. Parce que il me semble, à vérifier quand on en sera là dans sa filmo, mais il me semble que vers Chasse à l'homme, il a du poil au torse. Voilà, j'ai peut-être un souvenir refoulé dans mon esprit, mais peut-être, par contre, en tout cas, il a les jambes très très lisses parce qu'il y a une espèce de panneau qui monte sur son corps à un moment dans le film qui part des pieds et qui remonte jusqu'aux fesses. Ah oui, quand il lui dit de chercher un truc dur et solide. Exactement. En fait, il y a une scène où il se rend compte qu'il a une espèce de puce GPS qui est implantée dans son corps sous sa peau. Et ça tombe bien parce que Véronica est avec lui et elle va se rendre utile, hein, Véronica. Il va lui dire, est-ce que tu peux bien me toucher partout parce que je suis tout nu, pour essayer de voir s'il y a quelque chose de dur que tu sentirais sous ma peau, quoi. Ils ont dû m'implanter un système de repérage. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Chercher quelque chose d'anormal. Quelque chose de dur. Oui, bon, d'accord, cherchons. C'est vrai que vous êtes baraqué, dites donc. Et qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Rien du tout? Mais on est d'accord que... Alors, je sais, tu vas me répondre que cette scène est très bien pour mater ses fesses, tout ça, ce que tu veux, très bien, je suis d'accord, mais... Moi, j'ai jamais dit ça, je vois pas de qui tu parles. Okay. Hein. Jamais j'aurais objectifié son corps comme ça. On est d'accord que scénaristiquement, c'est bizarre. Le mec, c'est un soldat universel, donc c'est une machine à tuer, donc il connaît, enfin tu vois, il peut se tâter un truc sur sa cuisse. Non, il a besoin d'une meuf pour mater ça. Et puis il a pas besoin d'enlever ses vêtements non plus. Ouais, enfin en même temps, il y a 3 scènes, il était complètement gogol et il attendait des ordres, enfin il savait pas où il allait, enfin tu vois, donc il y a un peu un truc. Ouais, mais là, je pense qu'il a besoin d'être. Il sait qu'il doit chercher un truc, mais il peut pas le faire lui-même. Ouais, mais tu sens qu'en fait pendant tout le film, il est un peu, enfin on va le voir, il a un peu assisté. Enfin il y a une scène de diner qui est culte, qui est vraiment dingue où en fait il réapprend à manger. La gueule qu'il a quand il découvre la purée. Et moi je trouve qu'il a vraiment, c'est là où on découvre aussi son pouvoir de comédie, quoi. Ouais. Il a vraiment un truc, il est ultra drôle. Il est vraiment très très drôle, quoi, dans ses attitudes, dans ses regards. Oh, on n'est pas là pour s'amuser. Il passe à peu près quasiment une heure de film à être en mode poker face, là, tu sais, genre je regarde dans le vide parce que je suis lobotomisé. Et c'est vrai que au début, je me dis, bon, ok, Jean-Claude, il va être comme ça tout le film parce que je me souvenais plus vraiment de comment ça se passait. Et effectivement, cette scène dont tu parles, où en fait, il découvre que il peut manger, il copie sur son voisin pour voir comment on coupe la viande et tout ça. Et au moment où il bouffe la purée, il fait une gueule, un espèce d'ossement de sourcil, mais ça a l'air tellement authentique, tu vois. C'est joué, j'imagine, mais effectivement, et tu vois qu'il a. Non, anecdote, Jean-Claude Van Damme n'avait jamais mangé de purée, quoi. Non, voilà, cette scène. Il l'a gardé juste pour ça. Non, mais et puis alors du coup cette scène est d'autant plus chère à mon cœur parce que c'est une des 2 scènes de baston point-pied du film. Il y en a très peu. Elle dure assez longtemps donc ça va. Elle est vraiment cool. Hein. Elle est vraiment cool. C'est là où tu dis ils sont bien fait de prendre Jean-Claude. Vous êtes sûr que vous aurez assez pour payer l'addition? Vous savez l'argent, le pèse, dollar, dinero. Donc scène où évidemment il bouffe comme un gros porc, il kiffe, le mec lui dit tu peux pas payer, je te défonce. Personne ne défonce Jean-Claude. Mais je vais t'exploser la tête, Penku. Je ne veux pas vous faire mal. Mal? Tu veux pas faire mal à Hunk? Connard! Non! T'as un peu un move de Terminator quand même. C'est un peu un move de Terminator, c'est vrai, mais t'es content parce que tu sais que ça va dégénérer. En plus, il y a de la musique dans le jukebox, il y a tous les rednecks de la région qui vont vouloir lui taper dessus et il continue à bouffer pendant qu'il tape les gars. Donc c'est vraiment très jouissif comme scène. Alors, faut que je m'allonge, moi. Par contre, quand il est à poil dans le motel, ok, il doit se refroidir, bonne raison pour se mettre à poil, ça je conteste pas. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la seule erreur qu'il faut pas faire quand on se met à poil, garder ses chaussettes. Ouais, j'avoue. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il sortait de la chambre du motel il est sorti avant. Dehors, ouais. Et il s'écroule dans les bras de Véronica. Et en fait, c'est au moment où il s'écroule où tu vois qu'il a gardé ses chaussettes. Franchement, c'est mauvais goût, mais c'est Van Damme. Alors lui dit oui. Voilà. La question, c'est est-ce qu'il les garde pour d'autres choses? Mais ça, c'est une autre histoire. Si on extrapole, je pense que oui, mais bon. Pas de question.
Alors il y a une course-poursuite de bus, camion, grenade dans le désert qui est camion, grenade, oui. vraiment très impressionnante. Où en gros Dolph les poursuit et eux ils sont dans un grand bus de prison puisqu'ils ont des menottes et tout. Et Dolph leur balance des grenades une par une à chaque fois et hop il lui rebalance. Enfin, c'est vraiment très amusant. Et c'est une course-poursuite qui se finit dans le Grand Canyon. Et c'est là où je me dis ah ouais. En fait tu vois direct que Roland Emmerich il va kiffer filmer les espaces. Des espaces quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il va. Enfin, c'est marrant finalement parce que c'est pas si loin des films catastrophes que ça. Enfin, tu vois vraiment les prémices du truc. C'est assez balèze quoi. C'est marrant parce que tout début du film, encore une fois, tu sais, j'avais très peu de souvenirs de la trame. Bon, je savais que ça se passait de nos jours, donc quand j'ai vu le film commencer à Vietnam 69, je me suis dit ok, ça durera pas. Mais je me suis dit c'est le premier vrai film de guerre, si on peut appeler ça comme ça, une intro de guerre de Van Damme. Du coup, j'étais un peu déçu en me disant au final, enfin, il y a plusieurs genres dans ce film. Au tout début, t'as un film de guerre. Après, ça commence comme un film un peu science-fiction, enfin ouais, plutôt science-fiction, futuriste ou anticipation si tu veux. Et après, il délaisse complètement le côté soldat universel. Bon, à part qu'ils sont indestructibles, mais bon, ça c'est un autre point qu'il faudra éclaircir. Pour en fait être juste un actionneur de poursuite qui est très cool, tu vois. Mais effectivement, et en plus le passage d'un genre à l'autre est assez ok, donc ça c'est pas un souci. Mais c'est vrai que on est transporté, on reste pas dans un seul thème quoi. Alors très pratique, quand tu tombes en panne avec Jean-Claude qui est un soldat universel dans ta voiture, il peut se permettre de pousser ta voiture à plus de 30 km à l'heure. Donc, sans sourciller. Et alors après, très pratique. Juste après, je me suis dit, mais le ça coûte cher, 250 millions de dollars pour pousser ta voiture à 30 à l'heure. Ça fait un cric un peu cher. C'est balèze. Mais je me suis dit juste après, on le voit suer, et je me suis dit, bah, tu te fous de ma gueule, t'es un soldat universel, tu sues en poussant la voiture. Mais non, c'est parce qu'en fait, il était en train de se réchauffer et qu'il devait se refroidir le sif. J'avais entendu parler de douche froide, mais ça, j'avais jamais vu. Autre scène qui est assez cool, mais alors encore une fois je vais avoir besoin de toi pour m'expliquer un peu la charte des pouvoirs des Universal Soldiers parce que c'est un peu flou pour moi. Je suis pas consultante en soldat non, universel. Non mais tu vois, mais par exemple, la scène qui est assez cool, c'est encore dans ce motel où on le voit défoncer plusieurs murs de chambre en chambre pour fuir les assaillants. Plusieurs murs de plâtre. De plâtre, évidemment, parce qu'à la fin, il lui dit c'est du béton, il passera pas. Mais la scène est assez cool. Ouais. Donc là tu dis ok, il est vraiment surpuissant, non seulement il arrive à pousser une bagnole, mais en plus il peut traverser des murs, parce que même un mur de placo, je pense qu'il faut quand même y aller. Move de Terminator aussi, je complètement. Et après, dans cette scène dont tu parlais tout à l'heure avec les camions grenades bus là, Dolph Lundgren finit dans le ravin, ensuite il revient, bon évidemment c'est le méchant, donc on peut survivre à un crash, à une explosion. Alors à un moment on voit qu'il met un de ses potes dans une chambre froide pour le healer un peu, c'est pour le régénérer, mais au bout d'un moment il y a une limite, c'est pas Deadpool, tu vois, enfin je sais pas, j'ai l'impression que les mecs sont vraiment increvables de chez increvables. Moi j'imagine qu'il a sauté avant. Mais peut-être je me trompe. Mais tu vois, depuis le début, et alors attention, c'est pas une critique, c'est un peu. Mais bon, en vrai, tu le sais, parce que quand il se casse la gueule dans le canyon, il te reste 25 minutes de film. Bien donc sûr. Tu te doutes bien mais que... du coup, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation, ce qui peut être une bonne chose aussi. Mais j'avais une mini frustration en me disant, Roland, t'aurais pu me montrer quelques petits trucs juste pour le kiff, tu vois. Tu aimes bien quand Roland t'accompagne. J'aime bien quand Roland me montre des trucs. Pourquoi l'accent belge, on ne sait pas, mais voilà. J'étais perturbé. Luc Devereaux, donc Jean-Claude, commence à récupérer ses souvenirs dans des flashbacks, donc il commence à se souvenir de sa famille, et là, il a un but, ça y est, il a envie d'aller revoir papa-maman pour leur dire qu'il a envie. Il dit je veux rentrer chez moi. Voilà. Alors que Véronica, elle est quand même plus axée sur son article, qui quand même est plus important plutôt qu'aller checker papa et maman dans la situation où ils sont, parce que depuis le début, elle, on l'accuse d'avoir tué son coéquipier, etc. Enfin, il y a une machination pour la faire passer, pour la diaboliser, pour la faire passer pour la méchante. Mais finalement, elle décide de l'accompagner chez ses parents. Donc il y a quand même, ils vont en Louisiane, petite séquence émotion quand on retrouve papa-maman. Et bien sûr, qui redébarque, qui vient troubler la fête et les retrouvailles. Dolphy. Ce bon vieux Dolphy. Dolphy qui était effectivement pas mort dans le Grand Canyon, spoiler alerte. Et comment on va venir à bout de Dolphy ? Ouh là là, de façon agricole. Sous la pluie déjà. C'est une énorme scène de baston comme au début. Ouais. Où il se retrouve à peu près dans la même configuration, où il demande à Véronica de s'enfuir, Dolph lui balance une grenade dessus, on pense qu'elle est morte, etc. Et donc vraiment pour bien finir, pour bien terminer ce Terminator, il l'empale sur des une moissonneuse de pics d'abord. Ouais, voilà. Ah oui, mais c'est genre une moissonneuse bateau, c'est pas un truc, c'est un engin agricole lambda à piquant. Et il en fait un peu du hachis parmentier quoi. Alors moi je me méfierais parce que le T-1000 dans Terminator 2 il se reforme alors qu'il est en plusieurs morceaux, donc mais c'est faut du vraiment métal, faire gaffe. Métal, attention. Oui c'est vrai. Mais d'ailleurs sur la scène des parents, alors tentative 45 000 de t'apprendre quelque chose sur Jean-Claude Van Damme, j'ai lu que le micro-flashback qu'on voit de Luc, donc le personnage de Jean-Claude petit,
Oui. Et ben ce jeune acteur qui joue lui petit, c'est son vrai fils, c'est Christopher Van Varenberg. Christopher. Tu savais pas ? Un beau garçon. Hein. Tu savais pas ? Si je savais. Putain, j'y arriverai un jour. Mais c'est pas grave. Non mais c'est rigolo. Encore une fois, Jean-Claude fait jouer ses connivences. Oui, bah là c'est plus qu'une connivence. Oui, c'est-à-dire que c'est son sang. Hein, c'est son sang, c'est c'est lui, effectivement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes un scoop sensationnel. Est-ce que tu trouves que ça manque de short et de polo rose, Universal Soldier ? Putain, j'imagine Luc. Bah après, tu préfères qu'il soit en short ou à poil ? À poil. Putain. Non, ce qui est cool, par contre, c'est que le film est un succès au box-office. C'est vraiment à l'époque où il sort, c'est le film le plus rentable de Van Damme. Enfin, c'est vraiment son plus gros succès commercial. Bon après, évidemment, toutes les sommes sont multipliées par rapport à avant, donc ça joue aussi. Van Damme, il est sur un salaire d'1 million là, ça fait plaisir. Il est sorti de la zone des 70 000. Et ça fait plaisir là. Ouais, franchement bien. Pour un film qui en coûte environ 23 millions. Ouais. Et qui fait en tout cumulé une bonne recette de 101 millions, si ce n'est 102. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien rentable. Ça met du beurre dans les épinards. Ouais. Bah, figure-toi que Van Damme, le million, il va en avoir besoin. Le million. Parce qu'en fait, en juillet 92 où ça sort. Cette nouvelle. Bah, tu le sais. Douloureuse. Ouais, je sais que tu veux pas le recevoir. En juillet 92, en fait, il se sépare de Gladys Portugues, qui lui a donné 2 enfants, dont Christopher, dont je te parlais tout à l'heure. Tu veux dire qu'elle lui a donné, elle est partie. Elle lui a donné, elle disait tiens, gardez la monnaie. Oui, ils ont eu 2 enfants ensemble. Voilà, ils ont eu Christopher et Bianca, et en fait, ils divorcent en juillet 92. Du coup, c'est un peu triste. Est-ce que Jean-Claude est triste ? Je pense qu'il est triste, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je parlais de thunes parce que je pense qu'un divorce ça coûte toujours cher. Mais la bonne nouvelle, spoiler, c'est qu'il va se remarier avec elle bien plus tard dans les années. Et oui, bien sûr, il va Comme dans les contes de fées. Et bien sûr, il revient toujours à Gladys, ça. Tu commences à avoir la bonne mentalité. Il me connaît. Je vais te faire un petit point chart. Alors très petit. Parce que, alors peut-être que c'est parce que c'est un film de Roland Emmerich, un blockbuster, peut-être que c'est parce que c'est un film de guerre, un film de que c'est pas vraiment un film de combat. Mais la charte est petite, donc 0 GEF, malheureusement, il y en a pas. J'y ai pensé en regardant le film. J'étais un peu genre, et celui-là, il met beaucoup de Mawashi retourné. Il met beaucoup de coups de pied qui pourraient être considérés comme des GF, mais non, ce n'est pas tordu totalement. Pas de petit bruit. Alors Mawashi retourné, tu fais bien d'en parler. Il y en a 3 en tout, et dont un super où en fait il met un coup un peu latéral à Dolph Lundgren qui lui bloque un pied en lui cassant la cheville, et lui il va mettre un Mawashi avec l'autre pied à la force même du tronc. Et il y a surtout un double coup de pied dans la scène finale. Oui. Bon, qui est cuté parce que bien sûr c'est un peu compliqué, je pense, à filmer. Voilà. Donc il lui met un double coup de pied pour l'enfoncer dans le mur de la grange, et ça fait un double impact. Il lui a bien défoncé la gueule, et d'ailleurs c'est là qu'il fait jusqu'au dernier moment, j'allais dire qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait une gueule de désolé après un coup. Ça fait partie de la charte. Il est désolé après le coup contre Dolph Lundgren. Pose biceps. Tu l'as remarqué ? Ouais, bah bien sûr, c'est quand il a le cul à poil. Et un petit coup de boule, voilà, ça c'est demi-charte, mais on le met quand même. Voilà, c'est Est-ce qu'on peut faire un point corps huilé ? Il est huilé ou pas ? C'est la sueur plutôt, parce qu'il est en chaufferie. Enfin, il doit être en refroidissement. Il est suant, quoi. Ouais. D'ailleurs, je me suis demandé, tu vas peut-être pouvoir me répondre, la scène où elle lui cherche le GPS dans le cul. Oh non, je vais pas recommencer, non. Il se penche en avant pour lui donner un couteau dont là, elle a besoin. Là, les gens ont l'image. Hein, voilà. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est vraiment lui qui s'est penché en avant ? Parce qu'on dirait vraiment que c'est les jambes de quelqu'un d'autre et que lui, il fait le poirier, tu vois. Tu penses qu'il est plié en deux comme ça ? Ouais. J'ai trouvé la scène bizarre. Oui, et encore, t'étais pas à la place de Véronica, quoi. Elle a trouvé la scène encore plus bizarre, de son point de vue. Ça va aller. Bon, corps huilé, si tu veux, on fait un point. Mais c'est pas dans la charte, les corps huilés. On peut mettre les sifs de Jean-Claude, le sillon interfessier de Jean-Claude, dans la charte si tu veux. On l'a pas encore mis, mais on peut l'insérer. Mais huilé. Tu veux insérer le sif de Jean-Claude dans la charte ? Je lui insère tout. Pourquoi vous donnez tant de mal pour moi ? Universal Soldier, c'est surtout intéressant parce que c'est la première fois que Jean-Claude va accepter de faire des suites en fait dans sa carrière. On lui avait déjà proposé sur Bloodsport, on lui avait proposé sur Kickboxer et il avait dit non. Kickboxer, il y avait de quoi faire en plus. Hein. Ouais. Et là, il dit banco. Il a dit banco. Banco, on va la caravane. Bon, d'accord. Ouais, il y a. Alors après, les titres, c'est vraiment la foire à la saucisse. Universal Soldier, le combat absolu en 99, donc c'est ce que tu as dit, c'est la première suite. Ensuite, il y a Universal Soldier Régénération. Oui, ce qui est un peu con parce qu'un soldat universel, ça se régénère. Donc, de base. En 2009, donc c'est 10 ans plus tard. Et là, récemment, Universal Soldier, le jour du jugement, donc Terminator Much, 2012. Où est Jean-Claude là-dedans ? Bah, partout.
À chaque fois, il est là, il joue à chaque fois. Alors, je crois que dans la suite, le combat absolu, il joue Luke, qui mène une vie tranquille parce qu'il s'est dé-universal soldierisé. Je me demande si Véronica lui a pas donné un enfant, elle aussi, avant de partir. Je sais pas, je t'avoue que il me semble que j'ai vu le combat absolu. Je sais qu'il y en a un avec Michael J. White qui joue Spawn plus tard. Ouais, désolé, c'est des petits croustifastes très personnels. Je sais plus dans lequel c'est, il me semble que c'est le 2. Et dans ce 3e Universal Soldier, le jour du jugement, il retrouve Dolph Lundgren. Mais par contre, je sais pas si Dolphy reprend son rôle, puisqu'il a un petit peu été broyé en petites miettes. Ce serait un petit peu abusé quand même. Ouais, ils avaient dû le cloner ou faire une connerie comme ça. Enfin, on verra de toute façon. Tel un répliquant. Eh oui. Soldat, t'es mort. Non, je suis vivant. Tout le monde n'est pas d'accord avec nous, tout le monde n'a pas aimé ce film. Je crois qu'il est pas très bien noté. Non. Ah putain, mais je sais pas. Et surtout, dans un film de Kevin Costner qui s'appelle Postman, il y a des images à un moment qui sont apparemment projetées dans un écran en plein air et les gens ils huent le film. Dans le film. Ouais, et ils demandent de changer. Ça, c'est vraiment dégueulasse. De changer de bobine, de changer de film. C'est pas bien, il faut pas huer Jean-Claude. C'est pas le meilleur film de Jean-Claude et je pense aussi que peut-être que les gens. C'est pas le moins bon. C'est pas le moins bon. Mais je pense que les gens qui ont peut-être mal noté entre guillemets étaient un peu aussi déçus que ce soit moins un film de baston que d'habitude. Mais après Jean-Claude a fait d'autres trucs que des films de baston, donc faut être un petit peu indulgent. C'est des jaloux. Je pense que les jaloux jalousent. Ils sont rageux. Il y a un problème, Toubib ? Il s'est passé un truc assez dingue pour la promotion de ce film. Jean-Claude en fait voulait faire monter le buzz. autour de la promotion de ce film, et ça tombait pendant le festival de Cannes. Et en fait, il a simulé une fausse baston avec Dolphy. Mais je me demande si Dolphy était au courant, si c'est pas Jean-Claude qui s'est fait une montée en disant ah tiens, je vais le provoquer comme ça les journalistes pour que ce soit encore plus réaliste. Mais en tout cas, c'était un espèce de coup marketing en mode on va faire un scandale genre. Dolph et Jean-Claude se sont bastonnés, pris la tête. Scandale sur le tapis rouge. Sur le tapis rouge pour faire la promotion de leur film. Donc, il est malin, Jean-Claude. Hein. Il est malin. En plus, le côté on se bastonne, ça ressemble vraiment, quand t'as Dolph Lundgren sur le tapis, ça ressemble vraiment à Rocky 4 qu'il a tourné quelques années avant. Donc ça marche, c'est vraiment dans le trip. On s'embrouille, même si on est des potes. Enfin voilà, du coup, c'est hyper crédible, même s'il était pas au courant. Bon, après, c'est pas très sympa de la part de Jean-Claude. Mais bon, vu que c'est Jean-Claude, on pardonne. Dis bonsoir, sale con. Non. Plus fort. Bon, ça y est, Jean-Claude, là, il est parti. C'est fini les 70K en salaire. Il a les grosses. Il a les gros dollars. Et le prochain, c'est une fuite à moto. C'est une cavale. Et sans issue. J'ai hâte de le voir. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben, on va en voir des films de Jean-Claude. Alors, vous voulez être un véritable acteur ? C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Mais on a du Unisol, donc ça va, ça fait vraiment magasin de moquettes.